il y a une obligation pour les employeurs ou les entreprises, en fait, là. Et donc, les employeurs, ça touche les données des employés, mais surtout les données des clients, toutes les données personnelles qu'une entreprise va gérer là, au cours de son existence. Une obligation d'assurer la confidentialité et la sécurité. Et bon, ça touche les données personnelles ou des données qui ne sont pas des données personnelles aussi. Je pense qu'on va parler en même temps là, parce que on a une obligation de confidentialité et de sécurité sur d'autres types de données, d'autres types de renseignements. Pas nécessairement simplement les renseignements qui touchent des individus. Donc, par exemple, si on a des données confidentielles d'affaires sur des clients, si on a nos propres données confidentielles d'entreprise qu'on ne veut pas nécessairement qu'ils soient divulguées ou diffusées là, au public. Et même si on n'a pas nécessairement d'obligation envers d'autres personnes, on veut conserver la confidentialité de ça, mais ça touche aussi aux données personnelles. Et c'est là que ça peut être problématique dans le sens que quand on parle de ses propres données, on est les seuls vraiment à en subir les conséquences, alors que si on parle de données personnelles qui appartiennent pas nécessairement qui appartiennent, mais qui concernent d'autres personnes, on a des obligations envers eux et il y a un chien de garde là, qui peut venir nous reprocher d'avoir pas pris les bonnes mesures éventuellement. Donc, il y a différents axes là-dessus où la crise actuelle affecte le traitement confidentiel ou le maintien de la confidentialité de données. Beaucoup de monde en télétravail, on vient tout juste d'en discuter. Donc, ce sont des situations qui peuvent causer des risques, poser des risques accrus au niveau de la sécurité, par exemple, et surtout pour les entreprises qui ne sont pas habituées de fonctionner en télétravail. Donc, certaines entreprises, maintenant, de plus en plus, on voit ça, là, qui sont équipées pour fonctionner en télétravail. Les employés travaillent 2 jours semaine en télétravail. Donc, la plupart du temps, ces entreprises-là ont eu le temps de mettre en place un système qui assure un certain niveau de sécurité, un certain niveau de fonctionnalité. Mais si on met en place du télétravail en catastrophe, parfois, on peut prendre des raccourcis. Et c'est là qu'il faut toujours garder à l'esprit que les engagements qu'on a pris, quand on a collecté des renseignements personnels, par exemple, on a bâti une base de données avec les clients, les renseignements des clients, les renseignements des employés, eh bien, le fait qu'il y ait une crise en ce moment ne peut pas nécessairement excuser un bris de sécurité qui est lié à quelqu'un qui est en télétravail. Donc, il y a différents outils qui sont possibles. Je veux dire, c'est sûr qu'il faut travailler avec ces experts en technologie de l'information, pardon. Le mot m'échappait. Et donc, mettre en place un VPN, mettre en place l'authentification à 2 facteurs. Et si les gens utilisent leur propre matériel, encore une fois, bon, au lieu d'utiliser certaines entreprises fournissent des ordinateurs portables, fournissent des appareils mobiles, ce qui est facile à porter à la maison. Dans l'autre cas, des ordinateurs de bureau un petit peu plus compliqués d'apporter à la maison. Il y en a qui le font, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, est-ce que quelqu'un va travailler avec son propre matériel, son propre ordinateur? À ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il y a sur cet ordinateur-là. On ne sait pas s'il peut avoir des failles de sécurité. Souvent, on a moins de contrôle. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec les professionnels des technologies d'information pour s'assurer que l'ordinateur qui va être utilisé par l'employé va permettre un niveau de sécurité qui est au moins semblable là, à ce qu'on avait au bureau et qui est approprié eu égard aux renseignements qui vont y être traités. Donc, c'est peut-être pas nécessaire qu'un employé download l'ensemble de la base de données sur son poste. Ça, c'est une mesure de sécurité aussi qui est souvent qui est très simple, qui n'est pas technologique, qui n'est pas high-tech, c'est pas très excitant, mais simplement de dire on va juste minimiser le type de données qu'on va amener sur un certain poste ou sur un certain appareil parce qu'on ne sait pas c'est quoi le niveau de sécurité. Comme ça, si on laisse la donnée sur le serveur, on a moins de chances qu'il y ait un bris. Parfois, on n'a pas le luxe de faire ça parce qu'il faut travailler dessus, là, mais si on n'en a pas besoin, encore une fois, un principe de minimisation, si on n'a pas besoin, on n'a peut-être pas besoin, si on n'a pas besoin au quotidien, pas besoin de le transférer et sur un autre support qui est potentiellement plus vulnérable où on ne sait pas, par exemple, si c'est plus vulnérable ou non.
le télétravail amène aussi donc, certains nouveaux outils. Et là, un autre risque de sécurité là, qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement des failles techniques, mais les failles humaines, ça arrive beaucoup aussi. Et plusieurs bris de sécurité sont liés à des failles humaines. Là, en fait, presque beaucoup plus souvent là, que des failles techniques. Donc, les nouveaux outils, bon, de montrer à son monde comment utiliser les nouveaux outils, très important. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est très simple et qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation parce que c'est intuitif. Mais il peut y avoir des choses qui paraissent intuitives pour une personne qui ne le sont pas pour d'autres, qui ne sont pas habitués. Et ça peut amener à des situations fâcheuses, partage de documents avec. Moi, on commence à utiliser Dropbox, par exemple, parce que là, on est en télétravail, on n'a jamais fait ça, mais on dit OK, tout le monde installe Dropbox, version gratuite, parfait. Et là, quelqu'un sélectionne mal le partage, il partage ça avec une liste de courriels qui sont externes à l'organisation. Ça peut rapidement débouler sur des problèmes. Donc, surtout si on utilise un nouvel outil là, qui est complètement différent, par exemple, pour partager les documents, pour communiquer entre différents employés, très important d'au moins se pencher sur l'outil, de savoir c'est quoi les failles, où est-ce que quelqu'un pourrait se tromper, là, puis causer quelque chose, causer un bris de sécurité, et au moins d'adresser avec l'équipe ces points-là qu'on identifie comme étant les plus importants. Et idéalement, d'avoir une formation pour montrer à tout le monde comment s'en servir. Je pense que ça peut être aussi très intéressant au niveau productivité. Et bon, le dernier élément, fraude et hameçonnage. Donc, bon, évidemment, la crise a amené certaines personnes très créatives à raffiner leur technique de fraude et d'hameçonnage. Donc, c'est un parfait contexte pour réaliser un hameçonnage. Les gens sont un peu à vif, ils ont soif d'informations, sont anxieux. Donc, ça peut être plus tentant qu'à l'habitude de cliquer sur le courriel qui a l'air d'arriver du ministère de la Santé ou de la direction de la santé publique et de se faire hameçonner, cliquer, downloader un code malicieux qui va pouvoir causer un bris de sécurité et causer un bris de confidentialité de données personnelles, par exemple, qui peut nous mettre dans le trouble par la suite. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Encore une fois, sensibiliser les employés, dire on ne clique pas sur les courriels normalement. Les autorités ne devraient pas envoyer des courriels de masse aux adresses professionnelles des gens. Et si on a un doute, ben, on demande à quelqu'un d'autre. Souvent, à 2-3, on peut se faire une tête sur est-ce que ça vient vraiment d'une source légitime ou s'il s'agit d'un courriel d'hameçonnage.